Donc, bonjour à tous, je suis Virginie Serabian, je travaille sur l'UTEP de Melun dans le 77 en Seine-et-Marne et on m'a demandé d'intervenir sur l'observance encadrée, encouragée, motivée. Donc voilà, c'est nouveau pour moi en tout cas. J'espère que l'objectif c'est vraiment qu'on ait de l'interactivité et qu'on puisse développer ce point-là ensemble. Alors, voilà, en 5 points, l'observance, qu'est-ce que c'est? Les freins, les freins psycho-comportementaux que vous savez tous, puisqu'on est tous dans l'ETP. Les stratégies professionnelles, nous, qu'est-ce qu'on met en place pour lever tous ces freins? Alors la communication, on en a beaucoup parlé aujourd'hui, de la communication motivationnelle, l'entretien motivationnel ce matin, et là la communication motivationnelle qui a été parfaite, donc on va essayer d'échanger et du coup je passerai ce point-là et puis éventuellement échanger sur des outils qui existent pour lever et pour améliorer en tout cas cette observance. Donc voilà, il y a 2000 ans, Hippocrate disait déjà: les médecins devraient savoir que les patients mentent fréquemment lorsqu'ils disent avoir pris des médicaments prescrits. Voilà, mais aujourd'hui, l'observance des traitements, on en est où? Voilà, on n'a pas trop bougé. Bon, on n'a pas les mêmes mots, mais on n'a pas trop bougé. Donc, au niveau de l'HAS, ils ont fait comment dire, une définition sur l'observance thérapeutique qui désigne le degré de conformité entre le comportement du patient en termes de prise de dose, de fréquence, de durée du traitement et les recommandations de la prescription. C'est vrai qu'on est assez sectaire, etc. Mais qu'est-ce qui, en fait, influe sur cette observance? Donc, il y a eu pas mal d'études qui ont été écrites. Celle-ci, vous la connaissez peut-être. En fait, c'est des pneumologues, des pneumopédiatres qui se sont retrouvés et qui ont lu plusieurs littératures et en fait, ils se sont aperçus que l'observance enfin est insuffisante malgré les traitements qui sont efficaces. Pourquoi? On se pose beaucoup de questions. On sait que l'observance, elle est meilleure quand ils sont nourrissons, quand ils sont enfants, et dès le moment de l'adolescence, ça se dégrade, et au moment de l'adulte, c'est encore pire. Et pourquoi en fait? Ouais. Oui, il y a les parents derrière. Et comme il y a une intervention qui a été faite là juste avant, qui était assez intéressante, en tout cas, je ne sais pas si vous y avez assisté, les parents... Comment? Sur la transition, et les parents sont quand même, en tout cas les parents ou les aidants sont quand même assez, investis auprès de leurs enfants. Et l'adolescent, au moment de son adolescence où il doit prendre des décisions, là on les laisse un petit peu tout seuls. Et j'ai trouvé que c'était très bien ce qu'ils faisaient, c'est-à-dire qu'à un moment donné, ils reposent le diagnostic avec l'adolescent. Je ne sais pas si vous avez assisté en tout cas à leur atelier, et j'ai trouvé ça très pertinent. Et c'est peut-être là, en fait, c'est comment en fait les reprendre à un moment donné pour qu'ils soient observants à l'âge adulte. Bon, on se pose beaucoup de questions. Donc, l'asthme reste toujours mal contrôlé malgré tous ces traitements-là. Donc, d'après vous, en plus, c'est pas en mode PowerPoint, pardon, vous auriez dû me le dire. Voilà. D'après vous, en fait, le taux moyen d'observance des traitements de fond dans l'asthme. C'est la première fois que je fais le wood clap. Mon équipe m'a dit allez, soit un peu moderne. Ouais, on scanne le QR code. C'est en pourcentage, il y a plusieurs solutions, vous en choisissez une. C'est bon? Je peux... Non, c'est pas bon. Ah, il y a des ex-aequo. Ah, ça bouge, ça bouge. Tout le monde a voté ou je... Ouais.
Donc la majorité a dit quand même moins de 30%. Et d'autres 33%. Bah, c'est ça en fait, c'est que la littérature, ouais, c'est 50%. Mais la littérature, dans la littérature, ça peut varier entre 22 et 78% quand on la lit, parce que ça dépend du traitement, ça dépend comment c'est pris, ça dépend le type de traitement et ça dépend aussi de la population. Donc ça varie, vous êtes tous d'accord. Donc c'est compliqué tout ça, c'est qu'on se pose toujours en fait des questions. Est-ce que c'est surprenant pour vous que 50% non, c'est à peu près ce que vous avez. Ouais. Nous aussi. Ça dépend peut-être aussi du bassin de population. Ça dépend du bassin, mais c'est pas toujours les personnes en fait en précarité ou en difficulté scolaires qui sont pas les moins observants. Parfois c'est des personnes qui sont assez, ça peut être des cadres ou des responsables de société qui sont pas vraiment observants. Parce que l'observance c'est vraiment en fait c'est quelque chose on se l'approprie en fait, hein. Chacun a sa définition de l'observance, hein. Il y a des patients qui disent qu'ils sont observants parce qu'ils prennent leur traitement quand ils sont pas bien, mais eux ils sont observants, puisque c'est ce qu'ils ont compris. Beaucoup de questions, c'est pourquoi prendre un traitement tous les jours si je respire bien, si je... Tout à fait. Et donc ils ont leur propre logique, ce qu'on peut comprendre, c'est comment en fait, voilà, comment on peut travailler là-dessus. Donc l'OMS a déclaré qu'optimiser l'observance médicamenteuse aurait plus d'impact en termes de santé mondiale que le développement de nouveaux médicaments. Vous êtes d'accord ? Ouais. Et du coup, j'ai mis la définition aussi au niveau de l'observance en éducation thérapeutique, parce qu'on est tous quand même des pros d'éducation thérapeutique. Et l'engagement en fait, du patient, qu'il soit acteur ou auteur, en tout cas de sa santé, c'est important dans le parcours de soins, et c'est comment en fait le mettre dans cette observance. Et il y a quand même, les résultats montrent qu'il y a une discordance importante entre l'observance perçue, comme on disait tout à l'heure, et l'observance réelle. Plus de 50% des cas, quand même, les médecins surestiment l'observance des patients. En fait, ils pensent aussi que le patient, il peut être observant. Et comment on peut agir, en fait, dès quel moment, en fait, nous, on peut agir? Est-ce qu'on peut pas agir plus tôt, cette alliance thérapeutique, dès le moment du diagnostic, dès le moment du choix du traitement aussi? Ça, c'est important. En fait, si le patient est investi dès le départ, peut-être qu'il serait plus observant. C'est peut-être à réfléchir en tout cas. Mais les facteurs psychosociaux, en tout cas, influent beaucoup. Vous êtes d'accord? Vous l'avez identifié ou pas? Oui? Non? Je vais parler plutôt des freins. On l'a bien expliqué. Quand on est malade chronique, vous le savez tous, les vulnérabilités sont augmentées. On en a parlé sur plusieurs ateliers. Donc tout ce qui est socio-professionnel, biologique, affectif et psychologique. Et ces vulnérabilités, il faut pouvoir en fait les lever, hein, les faire diminuer au fur et à mesure du temps pour pouvoir travailler aussi sur l'observance. Donc ça c'est important. Et le process et le parcours de soins est aussi important. Aujourd'hui, on en a beaucoup parlé aussi, c'est que y a des personnes qui n'ont pas forcément de médecin ou qui n'ont pas forcément de référent. Et du coup, ces étapes-là peuvent sauter. Et ça influe sur tout ce qui est vulnérabilité. Il n'a pas une relation de confiance et du coup, il ne comprend pas toujours son traitement et puis il n'est pas forcément observant. Alors, les freins, d'après vous, les freins psychocomportementaux à l'observance chez l'adulte. Qu'est-ce qui fait qu'un adulte n'est pas observant de son traitement? On va rester sur l'asthme, hein. Moi, je suis restée sur l'asthme. Ça marche pas? Ah, elle n'est pas lancée.
Il n'y a pas de question. Eh ben voilà. c'est pendant ça. Ben voilà, hein. On va y aller. On va quitter. Là, normalement, c'est bon. C'est bon? Vous utilisez, vous, Woodclap ouais. Nous, on commence à utiliser Woodclap ou Kahoot. Ça fonctionne pas mal avec, avec les patients. Les freins. Ouais, le regard des autres, l'oubli, voilà. Les effets, les traitements, ouais, ça c'est vrai que les traitements, enfin, quand on voit la liste des traitements, ils n'ont pas forcément... Quand il y a des corticoïdes, ils se posent la question, ça va me faire grossir, ça va me donner plus d'arthrose, ça va... C'est bon? Qu'est-ce que vous en dites de ça? C'est la réalité. La réalité. C'est ce qu'on a tous les jours. C'est ce qu'on a tous les jours. Et vous, vous avez des... C'est difficile, nous, en tant que soignants, en tout cas, de pallier à ces freins et d'essayer de les démanteler. Oui, bah, il faut au fur et à mesure. Après, il y a entre les représentations, allez-y, il y a quoi? Moi, j'ai une population assez... Dans la barrière de la langue, par exemple, que je fasse appel à des interprètes que je sollicite sur l'hôpital. Parce qu'ils ne vont pas savoir lire l'ordonnance, qu'on ne leur a pas expliqué. Ah, c'est ça, la lecture de l'ordonnance. Il y a des choses quand même dans le maillon du parcours qui peut bloquer aussi, c'est se poser les bonnes questions. Nous, on rencontre beaucoup de fois ça, le dispositif n'est pas adapté. Le dispositif qui n'est pas adapté. La barrière de la langue, les dispositifs, ça oui, parce que bah, en fait, on ne les fait pas choisir dès le départ. La barrière de la langue, on leur explique pas forcément l'ordonnance, prendre le temps de... Alors on parle d'éducation sortie d'hospitalisation, vous en avez entendu parler, c'est-à-dire dès le moment où le patient est en hospitalisation, juste avant sa sortie, eh ben, on lui explique ses ordonnances, s'il a bien compris, on évalue, etc. Et on établit les objectifs sécuritaires pour qu'il puisse avoir en tout cas ressources derrière. Donc ça c'est important. Parce que on a moins de problèmes, enfin, en tout cas nous, on a aussi quand on a des problèmes de cerveau, soit des asthmes sévères, avec des biothérapies, etc. Là, globalement, ça fonctionne. Mais sinon, eh ben, c'est pourquoi voulez-vous que je prenne un traitement alors que je vais bien. Donc cette difficulté à prendre un traitement quand finalement je vais bien. C'est ça. Et à faire comprendre que... c'est la compréhension de la maladie, en fait. C'est ça. C'est la compréhension de la maladie. Les médicaux aussi qui sont discordants parfois. Et ça, pour des patients, c'est pas simple. Et oui, c'est vrai. Des traitements de fond qui ont été mis sur des courtes périodes, un diagnostic qui n'a pas été bien expliqué par un médecin. Donc, s'il n'y a pas un diagnostic expliqué, derrière, ça avance le traitement. Et c'est vrai que je rebondis sur ce que vous avez dit. Même pour l'ado, le fait de redonner, de réexpliquer un diagnostic, c'est hyper important. De repositionner les choses. Et je trouve que il est peut-être important qu'il y ait la consultation d'annonce, en tout cas paramédicale, en même temps que le médecin, un petit peu comme en cancérologie, dans différentes pathologies assez graves. Je pense que c'est important d'asseoir en tout cas la pathologie et puis aussi ses représentations, ce qu'il en a compris ou pas. Est-ce qu'il y a en fait une interactivité par rapport à l'observance ou pas? Donc vous les avez bien dit, hein, les freins...
la compréhension de la maladie, hein, je me sens bien, donc j'ai plus besoin de mon traitement, le déni ou la minimisation aussi de la pathologie, les peurs du traitement, ou quand c'est compliqué aussi, il y en a qui ça abandonne assez rapidement. La charge mentale aussi, tout ce qui est en fait, si déjà ils ont des problématiques personnelles, ils ne travaillent pas, ils sont à la recherche d'emploi, l'objectif c'est de donner à manger à leurs enfants et leur santé elle passe après. Les croyances et les représentations, ça c'est important, on en parlait ce matin avec une collègue. Il y avait un papa qui disait en atelier, oui, moi mon enfant il a de l'asthme parce que ma femme elle l'a laissé marcher pieds nus quand il était petit. Donc comment en fait, et le petit garçon il avait 6 ans, donc ça veut dire que pendant 6 ans, qu'est-ce qui s'est passé dans la famille, dans le foyer, qu'est-ce qu'il a compris lui, voilà, donc c'est pour ça que repositionner les choses, retravailler avec les enfants, retravailler avec les parents, enfin c'est important, et quand ils sont adultes, repositionner aussi les choses correctement, ça c'est difficile. Donc il faut du temps. Le TP n'est pas assez valorisé, je trouve, aujourd'hui, mais il faut du temps. Et il y a aussi le frein, c'est le sentiment d'échec aussi. Et on parlait de la motivation, je ne sais pas si vous êtes d'accord. Moi, j'ai pris mon médicament, mon traitement pendant 4 mois, mais ça n'a rien changé, donc je ne le prends plus. Voilà. Donc, il faut travailler dans tout ça. Et je trouve que la relation soignant-soigné, elle est parfois fragile. Et aujourd'hui, on a les patients quand même partenaires, et c'est aidant en tout cas, ou des patients témoins. Ça aide dans cette relation, et peut-être ça va changer les choses dans l'observance, on va voir, hein. Il y a des personnes qui feront sûrement des études. Donc l'inobservance, ça entraîne plus d'exacerbation, moins de scolarité aussi, l'absentéisme au travail, l'absentéisme à l'école, la qualité de vie qui est altérée, puis les décès qui sont parfois évitables puisqu'ils n'anticipent pas forcément, et puis ils font une exacerbation, une crise d'asthme, et malheureusement elle est sévère. Donc les stratégies, est-ce que vous en connaissez des stratégies pour lever en tout cas tous ces freins? Je vous les remets si vous voulez. Déjà, c'est d'avoir du temps à accorder aux patients. Du temps, ouais. La crédibilité, c'est-à-dire ouais. C'est-à-dire que quand il va nous dire les choses, on le prend. Même si parfois on sait très bien, il ne faut pas toujours les faire quand même. Donc, ce qu'on a dit là, et ce qu'on sait, c'est de reformuler, parce que c'est vrai que les patients, si on lui dit vous prenez bien les médicaments, ils nous disent oui. Il les prend bien, il les prend pas bien. Et puis quand il nous dit, moi, c'est dur pour moi en fait, je ne peux pas sortir ça devant mes collègues, etc. Enfin, essayer que soit écouté. C'est ça, écouter. Et essayer de trouver aussi du vocabulaire qui est adapté, c'est peut-être oui. Oui, de manière générale, vraiment favoriser le lien de confiance, l'alliance, la communication. L'alliance. La valorisation. La valorisation, ça c'est important. Moi je dirais aussi, c'est une fois qu'on a expliqué, lui laisser le choix. C'est-à-dire que, ok, là, vous ne prenez pas votre médicament, mais voilà ce qui va se passer si vous ne prenez pas, voilà ce qui se passe si vous prenez. Et finalement, là, c'est lui qui prend sa décision et il ne se sent pas forcément obligé. Et globalement, assez souvent, assez fréquemment, moi je trouve que ça marche bien sur un des points d'observation. Qu'est-ce que vous en pensez? Moi, je les laisse choisir les dispositifs aussi. Les médecins ne le font pas tous, mais après, j'ai pas l'étude. Mais je me dis que si on le choisit, c'est déjà quand même peut-être positif pour la suite. Oui, il y a le choix, ça c'est important, du dispositif, l'écoute, la façon dont on amène aussi les choses. Alors, l'objectif personnel, il est important aussi. On avait un patient qui était BPCO, lui son objectif c'était d'aller jouer au foot avec son fils, il avait 35 ans, et que la maladie, les traitements, il n'en avait rien à faire, et de toute façon il ne voulait pas comprendre ce que ça faisait dans son corps et quelle était l'utilité. Et ce qu'il voyait lui, c'est qu'il était en déclin et qu'il n'avait plus de vie sociale, et il n'était pas un papa comme il faudrait.
Et on a travaillé du coup sur cet objectif-là. Et c'est là où il s'est rendu compte qu'en fait, peut-être que de prendre un traitement, ça allait l'aider, que diminuer ses activités de la vie journalière, ça allait diminuer, etc. C'est de trouver ce qu'il peut. Et c'est-à-dire, comment prenez-vous votre traitement? Par exemple, moi, j'ai mon endocrino qui me dit, est-ce que vous prenez votre traitement tous les jours? Oui. Pas lui dire non, hein. Non, je suis pas maso quand même. Oui, je le prends tous les jours. Elle m'aurait dit, comment vous prenez votre traitement? Là, je leur ai dit, je le prends des fois, parfois, une fois sur deux. Ou, selon la façon dont on formule la question, la réponse n'est pas du tout. Voilà, tout à fait. Et on se sent peut-être plus libre aussi, la liberté de parole pour pouvoir dire, en face, ils vont peut-être m'écouter sans me juger. Voilà. Donc la posture d'écoute active et la bienveillance, mettre en place l'alliance thérapeutique, et puis co-construire, c'est important. Et j'ai trouvé que Dr Grosjean, je crois que c'est ça, il l'a bien expliqué, c'est être auteur de sa santé, et ça c'est important. Développer une éducation thérapeutique adaptée, ça c'est important, en mêlant la communication motivationnelle, l'entretien motivationnel si on est formé, si on peut. Mais on n'est pas formé à tout ça quand on est soignant en fait. C'est comment changer nous aussi. Changer de ligne, changer de pratique. C'est pas aussi facile pour nous en tout cas. Identifier les freins du patient, c'est pas aussi facile. Il faut du temps, de la persévérance. Valoriser les efforts et le renforcement positif, vous en parliez tout à l'heure, toujours le valoriser dès le départ avant de lui dire il y a quelque chose qui ne va pas, et surtout avoir de la souplesse dans ce qu'on dit et dans ce qu'on fait, alléger en tout cas, parce que déjà la maladie, elle est lourde en tout cas en tant que pathologie chronique, et puis ils ont été, y a des fractures dans leur vie à cause de cette maladie chronique parfois, et il faut alléger ce moment-là où on est là au contraire pour les accompagner, leur tendre la main et essayer de retirer un petit peu tous ces mots qu'ils ont MAUX dans leur sac à dos. Donc créer des choses, des outils qui soient un peu ludiques, qui soient adaptés et qui aient un jeu en même temps pour pouvoir travailler ensemble. Et on l'a dit aussi toute la journée, travailler en interdisciplinarité, ça c'est important, travailler en équipe, et puis l'appui du patient partenaire. Vous en avez des patients qui... Non, pas encore. Et vous aimeriez en avoir ou vous... Moi, je travaille avec 2 patients. Et alors? L'espace du souffle, moi je suis la seule. Moi j'amène une expertise infirmière, ils amènent, on est tous éducateurs, ils amènent leur expertise de oui. Et les patients ils adorent, c'est très rassurant pour eux, parce qu'ils ont quand même, les docteurs qui sont oui. Ils se disent qu'il y a quand même une infirmière dans l'histoire, donc ça met quand même du cadre. Quelque chose de sérieux, j'ai envie de dire, de scientifique. Mais avec les patients, Marie-Pierre et Lorient, même si eux, ils sont pas de toute façon témoins, c'est un petit peu la particularité chez nous, ils font la même chose que moi, ils sont éducateurs aussi, et ils amènent leurs mots, il y a des échanges qui sont faits, et donc l'alliance, elle se fait quasi tout de suite. Oui. Alors, avec moi aussi c'est vrai, mais c'est pas pareil. Ouais. Ils aiment bien cet échange, le patient comprendrait mieux que l'infirmière. Oui, alors... oui. Qu'est-ce que vous en pensez? Sur le vécu, clairement, je pense. Sur le vécu, le regard aussi de l'autre. Comme nous, on peut avoir sur des ateliers collectifs en transparence, celui-là entre personnes qui vivent la même chose, pour moi, c'est beaucoup plus. Ils se sentent pas seuls. Ils se sentent pas seuls. Ils ont, ils se sentent pas seuls, pas que dans un monde médical aussi, puis ils se disent s'il y a un patient en tout cas qui est plutôt partenaire, qui fait aussi le TP, c'est qu'ils sont capables eux aussi de prendre en main de leur santé et d'agir en tout cas pour leur santé, qu'ils peuvent avoir cette compétence-là, de dire les choses, savoir les dire aussi, c'est très difficile pour les patients de dire les choses,
c'est la peur du jugement, et ça c'est important. Alors pour les ados, nous les jeunes adultes, là on a testé avec un patient partenaire qui est créatrice de contenu, donc youtubeuse, je sais pas, mais ça a flambé, feu de Dieu, c'était au niveau du diabète, mais on a parlé de toutes les thématiques qui étaient importantes, en dehors aussi de l'éducation et du suivi en tout cas de la pathologie. C'est comment en tout cas au quotidien le diabète peut être vécu tant du côté positif et les freins dans leur vie en tout cas. Et là ça a été vraiment quelque chose de super, et je pense que c'est ça, il faut apprendre à saisir en tout cas, pas avoir peur, parce qu'on a peur aussi en tant que soignant de faire rentrer un patient en se disant l'éthique, ouais, puis qu'est-ce qu'il fait, il prend ma place. Non, en fait c'est vraiment un aidant en tout cas, et vraiment même nous ça nous fait changer notre façon de faire, et ça simplifie le discours. Voilà, essayez de tester ou de voir en tout cas là où il y en a proche de chez vous, ça peut vous aider. Ouais. Mais souvent on me dit, je ne travaille que avec des patients, mais non, mais je ne sais pas que des patients, c'est des patients qui ont été formés, donc et c'est riche même, mais effectivement même pour moi c'est hyper riche, dans l'humilité, dans la place, voilà, se dire que voilà, il y a cette relation qu'on a souvent descendante, parce que même si on a beau sans défendre, mais à un moment donné ça c'est hyper riche. J'adore travailler avec. Ouais. Après, comme vous avez dit, il faut qu'il y ait un encadrement, il faut, voilà, faut pas le laisser tout seul, parce que ça le ramène à lui aussi, ce patient-là. Donc c'est pas toujours facile en tout cas à gérer. Déjà nous, je sais pas pour vous, en tout cas quand on est en entretien ou en éducation thérapeutique ou en suivi d'une des pathologies, peu importe, en l'asthme ou l'asthme sévère, parfois c'est pas facile quand on connaît le vécu de la personne ou les difficultés qu'il y a. On est un peu seul face à cette problématique-là, et c'est comment l'aider. Ça fragilise aussi nous, notre propre vécu dans la vie en fait. Donc c'est autant plus on est en fait à intervenir autour du patient, plus il y a un parcours qui est bien élaboré, et mieux en tout cas on travaille sur l'observance. Donc la communication motivationnelle et tout ce qui est observance, donc nos fondateurs Miller et Rotnick, l'entretien motivationnel est une méthode directive centrée sur le patient, destinée à accroître la motivation au changement de comportement en aidant la personne à explorer et résoudre son ambivalence. Donc vraiment on est dedans. C'est-à-dire qu'on renforce la confiance, l'alliance thérapeutique. Mais tout cela, il l'a bien dit tout à l'heure sur l'atelier, ça prend du temps quand même. Et le temps, comme vous disiez, c'est un frein aussi du soignant. Donc parfois du patient aussi, parce qu'il y a des choses à faire. On a quand même de la chance en MTP d'avoir du temps. Oui. Est-ce que vous avez du temps en tout cas? Pas toujours. Comment? Non. Oui. Moi aussi, parce que je suis dédiée à l'ETP, mais moi aussi. Voilà. Il faut vraiment être dédié en fait à l'ETP, sinon ça fonctionne pas. Voilà, sinon parce que c'est pas la priorité en tout cas, ça passe après l'aigu, alors que la chronicité est aussi importante que l'aigu. Si on ne travaille pas la chronicité, il y a une arrivée aux urgences, et puis mais bon, c'est le changement aussi des soignants. L'observance n'est pas une question de volonté. La résistance, l'ambivalence, les croyances, les différents étant différence à l'opposition. Une posture directive peut renforcer le refus. Donc la communication motivationnelle aide à mobiliser les ressources internes du patient. Ça, on en a parlé. Les piliers. Donc question ouverte. Ça, on le sait en ETP, donc au fond, vous le faites, mais on pose des mots aujourd'hui sur des choses en fait que vous faites instinctivement ou pendant les 40 heures aussi, on vous l'apprend. Donc la question ouverte, l'affirmation aussi valorisante, on reprend ça, la reformulation avec l'empathie
Et surtout, je synthétise, je reformule encore une fois, je résume pour être sûr que ce que j'ai dit a été bien entendu et si moi j'ai bien compris. Toujours. Alors, je ne sais pas si vous saviez, et là, du coup, moi, je ne savais pas qu'il y avait une recommandation sur les entretiens motivationnels par l'HAS. Bah, ça existe, hein. Voilà. Je ne sais pas si vous le saviez. Non. Voilà. Donc, est-ce que vous voulez qu'on approfondisse ou on avance sur la communication motivationnelle? Vous l'avez eu, vous êtes allé à l'atelier ou pas? Ouais. Donc, on va le passer. Les outils. Sur l'observance, alors celui-ci, vous le connaissez? Moriski. Ce qui permet d'évaluer en fait l'observance du patient. Vous l'utilisez ou pas en ETP? Ben, on peut en tout cas l'utiliser. Bon, pour les personnes qui ne parlent pas le français, c'est un peu difficile, mais on peut travailler avec eux. C'est un moyen aussi d'évaluer et de voir aussi l'évolution de l'observance. C'est un positionnement, je le trouve pas mal. Il y a beaucoup d'écoles de l'asthme en tout cas qui l'utilisent. Et puis après, vous avez quand même vos formations à vous, hein, professionnelles. Est-ce que vous utilisez des outils pour évaluer l'observance? Il y en a qui font des escape games. Nous, on a un outil, mais c'est que 4 questions, c'est pas sur les. Effectivement, est-ce que vous vous rappelez à prendre votre médicament pour l'asthme? Est-ce que vous oubliez de prendre? J'ai juste 4 questions, mais c'est vrai que ça permet déjà d'un peu de savoir où ils en sont. C'est sur le contrôle, non? De la... Non, c'est pas l'ACT? Je ne connais pas. C'est juste 4 questions. Vous le connaissez? Non. Est-ce que c'est quelque chose en fait qui vous interpelle, l'observance en fait? Est-ce que vous êtes confronté en tout cas à l'inobservance et à l'observance? Ouais. Et qu'est-ce que vous utilisez en tout cas, quels outils vous utilisez pour contrecarrer l'inobservance en fait? Concrètement? Ouais, concrètement, au quotidien. Moi, je vais faire des tableaux hebdomadaires que je crée sur Word, Ouais. que j'imprime, donc du lundi au dimanche. Et après, sur la case sur le côté gauche, le traitement de fond avec le nombre de bouffées, le traitement de crise si besoin, le rinçage de la bouche, l'entretien de la chambre d'inhalation, etc. Ils mettent des gommettes et puis quand ils viennent me voir, ils choisissent un diplôme. Ah, c'est bien ça. Ça fonctionne du coup? Un peu, ouais. Est-ce que vous avez vu un changement en fait Il y a moins de symptomatologie chez certains enfants. Après, utiliser l'alarme sur le téléphone portable, quand certains ont un téléphone portable, etc. Et d'autres, qu'est-ce que vous avez? Je trouve que c'est pas mal comme idée. Des petits robots qui étaient dans les stands. Pour les enfants, ça fonctionne? Ça fonctionne très bien. Ça les rend autonomes du coup? Ouais. Oui. Moi je me posais la question, hein, je sais pas, Parce qu'en fait, je joue avec, mais oui, ça les autonomise bien parce qu'ils suivent la vidéo, ils regardent, ils font en même temps que la vidéo et c'est pas bon. D'accord. C'est sur les enfants de après 4 ans à 4-7 ans, il y a une super bonne Peut-être que ça désangoisse les parents aussi, non? Je sais pas. Oui, parce que c'est sous forme de jeu. D'accord. Ils peuvent jouer avec le petit bonhomme qui est interactif, il y a des blagues, il y a l'alarme qui rappelle. Donc non, comme c'est interactif et qu'ils aiment tous les écrans, maintenant ça marche. Super. Et les parents en fait s'en mêlent pas? Quand il y a des d'inobservance. Et que les parents sont d'accord. C'est payant? Oui. Pour le wifi, tout ça. C'est pas payant? Non, c'est pris en charge. Par la sécurité sociale? Ah oui, parce que... Et là, ils avaient l'air de dire que c'était un intensement. Que ceux qui l'avaient déjà, donc ça allait pas mettre un an avant le remboursement. Ah oui, quand même. En fait, c'est tous les enfants qui les vont et c'est pas pareil pour être remboursé. Alors, peut-être que maintenant c'est trop demandé. Ouais, non. Est-ce que vous avez d'autres outils sur l'observance? Nous, on est plutôt sur la durée, en fait, sur les ateliers. Alors, déjà, il y a un premier temps sur le bilan éducatif où on essaie de
voir un petit peu. Et puis ça peut arriver avec les enfants, les 10 ans, là, les 10 ans, les 10 ados, où des fois ils nous font un contrat, mais c'est eux qui le font en fait. Ouais. Je m'engage, mais vraiment il n'y a rien de tout ça, les écoutes sont adaptées. Je m'engage à prendre mon traitement pendant une semaine, 2 semaines, etc. Et c'est plutôt pas mal, mais moi je trouve que ce qui marche le mieux, c'est vraiment la répétition en fait, hein, dans les ateliers. Et qu'au fur et à mesure, ils ont compris c'est quoi la maladie, pourquoi je prends ce traitement, que je suis meilleure en sport, etc. Et c'est tous ces petits outils les uns derrière les autres qui font qu'il y a quand même une meilleure observance. Chez les adultes aussi, pareil. Alors nous, on a... Oui. Moi, j'ai des adultes et en fait, à la première séance, quand j'ai des petites pathologie, etc., voilà, quand ils ont compris en fait pourquoi ce médicament il faut le prendre alors que je respire quand même bien, du coup ils disent on m'a jamais expliqué en fait qu'il fallait prendre ce médicament même si je vais bien. Donc en fait chez les adultes, enfin chez nous en tout cas, on se rend compte qu'il y a quand même un manque de communication par rapport à le traitement. Pas comme on disait, ils prescrivent et puis allez, vous prenez ça, c'est directif, vous prenez ça, puis normalement ils disent comme les antibiotiques, 7 jours je vais bien, j'arrête. Et en fait, une fois qu'on leur explique plutôt l'intérêt, que c'est une maladie chronique, qu'ils vont pas guérir, que ça va être là, qu'ils vont pouvoir contrôler, que ça va améliorer leur quotidien, du coup, moi je les vois 4 fois, à peu près 1 heure à chaque fois, et c'est vrai que du coup, au fur et à mesure des séances, le quelque chose s'améliore. Et même eux, ils me disent voilà, j'étais mieux, j'ai fait ça, la dernière fois j'étais au sport, j'étais mieux. Et donc en fait, ils ont rapidement une amélioration parce que ils ont compris l'intérêt de leur traitement. Et du coup, une fois qu'ils ont des effets positifs, ils disent c'est ok, j'ai compris. Bon, après, moi je les revois pas tout le temps très loin, mais les pneumos les voient. Et des fois, j'ai des piqûres de rappel, ils me les envoient de 2-3 ans pour refaire une petite piqûre de rappel. Bah oui, ça fait du bien. Ouais. Mettre les traitements devant la brosse à dents. C'est ça. À chaque fois, moi, je leur demande où est-ce qu'ils voulaient. Alors, la brosse à dents, ils n'aiment pas trop, mais ça. Après, je leur dis par rapport à leurs horaires de travail, parce qu'il y a des adultes qui travaillent en décalé, donc ça, c'est compliqué des fois. De dire, oui, 2 fois, quand on travaille en décalé, on n'est jamais au même horaire, donc là, généralement, je vais voir les pneumos, je dis, est-ce qu'il n'y a pas possibilité de passer sur celui qui se prend une fois par 24 heures? Est-ce que c'est possible? Voilà, on essaye après de voir, et si le patient, en général, il est content quand il sait qu'il peut prendre une fois par 24 heures, surtout quand il travaille en horaire décalé, c'est compliqué. Ouais, ce qui est important, c'est de comprendre le patient, en fait, sa vie, et connaître sa vie. Les serious games, vous parlez de quel type de... En fait, par exemple... Les sites exprès. Alors, il y en a qui les construisent. Moi, j'en ai pas trouvé des sites, mais par exemple, Montfermeil, Sandrine Vist, qui anime un atelier là, et Cyril Morer ont un serious game sur l'observance des traitements. C'est jouer, en tout cas, pour avoir la bonne conduite par rapport au traitement. Donc c'est pas mal, parfois il y a les patients qui adhèrent. Je sais qu'il y en a par exemple aussi sur Play et cicatrisation, ce qui permet en tout cas aux patients d'agir et de créer. Il y a des laboratoires qui le font, il y a des subventions aussi à l'Agence régionale de santé pour développer en tout cas des serious games sur des thématiques bien précises. Il faut juste en fait y penser et puis avoir le temps de le développer, c'est ça. Mais il n'y en a pas à titre, en tout cas, gratuit pour l'instant. Il y en a qui se le construisent. Alors moi, c'est vrai que dans l'observance, nous on a testé, c'était le théâtre. On a monté une pièce de théâtre, une troupe de théâtre avec des patients qui étaient asthmatiques et BPCO. Pourquoi? Parce qu'on se disait ils ne voulaient pas faire de l'activité physique et on s'est dit allez, on va les mettre sur du théâtre. Le théâtre, ça demande une posture, etc. Et en fait, on a été très étonnés au bout d'1 an. C'est que déjà, ça agit sur le sommeil. On ne sait pas du tout. Et ça agit sur l'observance. C'est-à-dire que les patients essayaient d'être en bonne santé pour pouvoir en tout cas aller à ce cours de théâtre ou pour être en forme en tout cas pour le théâtre. Donc ils menaient vraiment les actions préventives avant ce cours de théâtre et ils étaient plus en forme que nous. Donc voilà, après c'est quand ils allient le plaisir dans leur quotidien
et quelque chose qui leur plaît et en même temps qui agit sur leur santé. Donc ils ont vu quand même qu'ils avaient progressé sur le contrôle de leur pathologie, sur leur vie quotidienne. Ils pouvaient faire plus de choses en tout cas au quotidien en prenant mieux leurs médicaments, mais ils ne se sont pas rendus compte tout de suite en fait. Ça a été au bout de 6 mois. Ils ont identifié qu'ils prenaient correctement leur traitement. Donc voilà, c'est peut-être essayer d'agir aussi sur différents axes, s'ouvrir à d'autres choses qui sont en dehors du soin pour pouvoir au contraire les amener. C'est bon? Ah. Oui, ça y est, on a fini. 30. Voilà, Socrate, hein. Le secret du changement consiste à concentrer son énergie, non pas à lutter contre le passé, mais à construire l'avenir. Et à vivre le présent. T'as raison. N'oublions pas de vivre le présent, ça c'est important. Ouais. Merci. Merci à vous. Je sais même pas le wood clap s'il se met à 0 ou pas. Il est sur asthme et allergie, je n'ai votre PowerPoint. Ouais, il va l'être, ouais. Merci. Est-ce que vous êtes des pros de wood clap ou pas? Non? Bah ouais, moi non plus. Je sais pas si ça va effacer quand on verra. On verra. Non? Ouais, c'était... Non, on peut aller, hop. On y va, on y va. Bonjour. Il fait chaud, hein? Je me suis permis d'ouvrir. Oui. Ouais, vous avez raison, hein? Oh! On sera bien près de toi. Ouais. Et t'es bonne en wood clap? Est-ce que tu sais utiliser wood clap? Pas du tout. Parce que je l'ai utilisé pour la première fois, mais je sais pas si quand je le relance, si ça part à 0 ou s'il y a les réponses avant. Ah oui, ouais. Hein, je crois que ça garde les réponses d'avant. Je sais pas. C'est un nouveau. Je crois qu'il y a un nouveau. Ah bon? Oh la nulle. Elle est forte. Déjà, t'es forte de savoir utiliser ça. Faut créer un nouvel événement peut-être. Ah, faut que je repose la question. Ah. Sinon, effectivement, peut-être. Bah, on le fera avec tout le monde. Hein. Ouais, il faut le tester. Hein. C'est pas grave, hein. Comme ça, il y aura l'évaluation de tous les groupes. Je commence à m'y mettre, c'est mon équipe qui m'a dit quand même, t'as pas fait de wood clap. C'est bien, hein, franchement, bravo. J'ai dit oui, mais d'habitude, je le fais quand vous êtes là. Je suis toute seule. Bon, ben, on va commencer. Hein. Hop. 36. Bon, j'espère que ça va être intéressant pour vous. On va voir. Donc, je suis Virginie Serabian, je suis de Melun, donc dans le 77. Je coordonne une unité d'éducation thérapeutique et on m'a proposé du coup d'échanger, en tout cas de monter un atelier sur l'observance. Ça m'a permis en tout cas d'aller chercher des éléments. Je suis dans le direct comme vous, la proximité. C'est vrai que je ne suis pas allée un peu plus loin. Et je trouve que c'est intéressant en tout cas. Et on va du coup
voir ensemble l'observance, déjà, qu'est-ce que c'est, comment on le perçoit, les freins de l'observance par rapport aux patients, et puis nous, en tant que soignants, les stratégies qu'on a mis en place pour lever ces freins. Et on en a parlé aujourd'hui pas mal, l'entretien motivationnel et la communication motivationnelle. Donc j'ai fait un petit encart là-dessus, mais on passera si vous l'avez déjà vu. Et puis éventuellement d'échanger sur des outils qui pourraient en tout cas nous aider à améliorer l'observance. Donc et à lutter contre l'inobservance. Donc Hippocrate, il y a 2000 ans, disait déjà: les médecins devraient savoir que les patients mentent fréquemment, qu'ils disent avoir pris, lorsqu'ils disent avoir pris les médicaments prescrits. Alors, du coup, aujourd'hui, on en est où? Ils disent pas toujours la vérité non plus. Ils disent pas toujours la vérité non plus. Du coup, on est à peu près pareil, pas avec le même vocabulaire, bien sûr, parce qu'on ne peut pas dire la même chose. Et du coup, aujourd'hui, la définition de l'HAS, c'est l'observance thérapeutique désigne le degré de conformité entre le comportement du patient en termes de prise, de dose, de fréquence et de durée du traitement prescrit et les recommandations ou les prescriptions médicales. Vous êtes d'accord? Ok. Donc, il y a des pneumopédiatres qui se sont réunis et qui ont en tout cas travaillé, qui ont lu en plusieurs études, ils sont allés rechercher dans la littérature l'observance thérapeutique dans l'asthme, et il s'est avéré qu'une observance insuffisante malgré des traitements efficaces. 300 millions de personnes asthmatiques, ça on le sait, dans le monde, 50% de décès qui seraient évitables. Il y a une identification que les médicaments inhalés, c'est les moins bien pris, que l'observance diminue avec l'âge. C'est-à-dire que à l'enfance, quand on est nourrisson, un nourrisson asthmatique, un enfant asthmatique, il y a une très bonne observance. Pourquoi? Les parents gèrent, les parents sont derrière, il y a l'angoisse des parents, voilà, il y a un peu plus en tout cas d'investissement. Dès le moment de l'adolescence, c'est là en fait où l'observance diminue, c'est-à-dire qu'on rentre dans l'inobservance. Et pourquoi? Ça saoule. Parce que ça saoule, oui. Ils deviennent autonomes, les parents sont plus Ils derrière. deviennent autonomes, les parents sont moins là. Et à l'âge adulte, Ils ont d'autres choses à penser. voilà. La vie. Oui, tout à fait. Et moi, j'ai trouvé intéressant, c'était, je ne sais pas si vous avez été sur l'atelier transition. Oui. Voilà, où ils ont dit au moment de la passation, c'était intéressant, en tout cas au collège, de reposer le diagnostic. Et je trouve qu'en fait, peut-être que là, on peut y penser en tout cas, peut-être que des personnes feront des études là-dessus. C'est-à-dire, en fait, peut-être que reposer le diagnostic, ça peut peut-être changer des choses sur l'observance. C'est-à-dire que l'enfant entend en tout cas son diagnostic directement par un professionnel de santé et puis par rapport à ses parents. Et j'ai trouvé que c'était en tout cas très intéressant de l'avoir mis dans la passation et dans la transition. Donc c'est comment en fait on peut tous travailler sur cette observance. Donc selon vous, quel est le taux moyen d'observance des traitements de fond dans l'asthme? Il faut QR coder. Là, vous avez le droit à vos portables comme à l'école. Soyez indulgente, je suis nouvelle dans les hautes claps. Hautes claps. Alors attendez, j'ai peut-être pas ouvert la question. C'est ce que j'allais dire. Il n'y a pas de question. Oui, voilà. Alors il y a le groupe d'avant qui avait fait ça. À vous. Parce que je ne sais pas remettre à zéro. Voilà. Tout le monde a eu les QR codes? Tout âge confondu, c'est la question? Oui.
Hésitez. C'est difficile, hein? Oh, il n'y a pas... Allez-y. Voilà. Donc, ouais, la plupart ont répondu 50%, le taux moyen d'observance. Bah, c'est ce que... hop, voilà. Voilà. L'Organisation mondiale de la santé, c'est ce qu'elle estime, en tout cas, 50% du taux moyen d'observance des traitements dans l'asthme. Cependant, dans la littérature, on passe entre 22 et 78%. Pourquoi? Parce que c'est en fonction des méthodes, c'est en fonction du public, des populations, les méthodes et le traitement aussi. Parce que selon les traitements, il y a plus ou moins d'observance. Et l'observance, en tout cas, par exemple, des corticoïdes est toujours moins... on est plutôt dans l'inobservance qu'une ventoline, par exemple. D'accord? Est-ce que ces chiffres vous surprennent? Est-ce que ces chiffres vous surprennent? On était en fait sur le taux d'observance. Parce que... Comment? Plus ou moins. Ce qui est assez impressionnant, c'est dans le questionnaire que vous avez passé, les deux groupes pour les deux, personne n'a répondu 80%. C'est ça. C'est cool. On est tous d'accord. Vous êtes tous d'accord? Oui, prenez. Oui. Hop, donc, pour optimiser, l'OMS a bien déclaré qu'optimiser l'observance médicamenteuse aurait plus d'impact en termes de santé mondiale que de développer de nouveaux médicaments. Donc on l'a bien identifié. L'observance, c'est notre maillon faible. En ETP, on a quand même un comportement d'éducation thérapeutique qui fait qu'on essaye de faire l'alliance thérapeutique. Et ce que j'ai bien aimé aussi, c'est Dr Grosbois, c'est ça, qui a expliqué, qui a dit le patient n'est pas qu'acteur, il est auteur de sa maladie. Donc oui, il est auteur en tout cas. Et dans notre discours et dans le programme de TP, c'est ça en fait. C'est comment le rendre auteur de sa santé, le rendre actif dans son parcours de soins. Et pour tout ça, il faut qu'il comprenne. Et nous, qu'on identifie en tout cas leur vie globale, en tout cas du travail, de leur vie sociale, etc. Donc ça repose vraiment sur l'alliance thérapeutique et c'est important. Et le résultat d'études en fait montre vraiment qu'il y a une discordance importante entre l'observance perçue et l'observance réelle. Vous êtes d'accord? Hein? Parce que ça aussi c'est compliqué. Hein? Parce que par exemple, moi mon médecin il me demande est-ce que tu es observante? Je dis oui. J'ai peur d'abord. Je suis pas folle. Donc c'est comment en fait, en tout cas, voilà, c'est qu'est-ce qui est la réalité. Dans plus de 50% des cas, les médecins surestiment l'observance des patients. Parce que le patient dit oui, je prends bien mon traitement et du coup on augmente les doses, etc. Mais qu'est-ce qui se passe réellement? C'est ça, qu'est-ce qu'on peut mettre en place? L'observation comportementale ou les déclarations du patient ne suffisent pas à évaluer correctement l'adhésion du traitement, mais ça vous êtes tous d'accord. Les facteurs psychosociaux rentrent en jeu. Hein, ça c'est important. La relation médecin-patient, les représentations de la maladie, les croyances, le vécu, les traitements, l'influence de la perception de l'observance. Dès le moment en fait où il y a le diagnostic, peut-être que de l'impliquer là, dans l'alliance thérapeutique, c'est peut-être un des moyens. Donc, agir sur les facteurs psychosociaux. Il y a un truc que j'ai pas... qui a disparu. Bon. C'est pas grave. Donc, les freins psychocomportementaux dans l'observance. Vous savez qu'en fait, la maladie chronique, les patients ont des mots assez lourds. D'accord? Des mots MAUX au moment du diagnostic. Et ils ont tous ces mots dans leur sac à dos derrière eux. Et c'est très lourd à porter et du coup, ça les rend beaucoup plus vulnérables.
ça touche, on en a parlé encore aujourd'hui, hein, tout ce qui est socio-professionnel, tout ce qui est biologique et physique, tout ce qui est affectif et tout ce qui est biologique, psychologique, pardon. Et pour tout cela, en fait, il faut lever ces vulnérabilités. Et pour lever et alléger toutes ces vulnérabilités, il est important que le parcours, en tout cas, du patient soit bien identifié. Donc, ce que je disais tout à l'heure, c'est que vraiment cette passation avec cette redite du diagnostic au moment de l'adolescence, c'est peut-être une des solutions et c'est important. Donc, tout ce parcours-là est indispensable et il n'est pas toujours, en tout cas, bien suivi ou bien fait par manque de médecins aussi, hein, faut être par manque de professionnels de santé. Et ce qui permet en fait du coup un suivi clinique, les traitements aussi, travailler sur les traitements médicamenteux, interventionnels, non médicamenteux avec un maintien des acquis, ce qui permet du coup d'alléger ces vulnérabilités, de comprendre la maladie et peut-être d'être plus observant. Les freins psychocomportementaux à l'observance chez l'adulte. Je check. J'y vais. Oh, je vais devenir une pro du... Voilà. Vous regardez pas. C'est l'autre groupe. Le QR code. On reste chez l'adulte là. Puisque l'enfant et le nourrisson, ils sont parfaits. Ceux qui n'ont pas forcément de portable, ils peuvent s'exprimer. Hein. Si vous voulez dire, n'hésitez pas. Hein. Quels sont les freins à l'observance chez l'asthmatique adulte? L'incompréhension, les traitements, flemme. Oui, bah oui, c'est vrai. Hein. Fatigué d'être malade, oubli, le déni, trop contraignant, fond, traitement de fond sûrement, l'ordonnance. C'est vrai que parfois l'ordonnance, elle est compliquée aussi. Hein. La barrière, ça doit être les barrières de la langue. Comment? L'ordonnance compliquée ou perdue? L'ordonnance, oui, ou perdue. Qu'on doit rééditer 40 000 fois. Absence de plan d'action qui n'est pas toujours donné, même à la sortie d'hospitalisation. Où on ne trouve pas l'intérêt. L'hospitalisation est peut-être un moyen en fait de retravailler avec le patient. Hein. Aujourd'hui, on y pense beaucoup. On parle d'éducation thérapeutique sortie d'hospitalisation. Vous en avez déjà entendu parler? Ouais. Donc c'est juste à l'instant de la sortie, c'est comment travailler avec le patient pour qu'il soit adhérent, qu'il comprenne son ordonnance, qu'il en prenne soin, qu'il comprenne son traitement, ses actions, son plan d'action. Manque de soutien, oula, incompréhension du traitement de fond, faible alliance thérapeutique, c'est-à-dire ça n'a pas été du coup pas de lien en tout cas sur par rapport à sa prise en charge, c'est ça? Ok. Refus de soins, bah, c'est très bien, hein. Écoutez, on est en plein dedans. Alors le manque de compréhension, hein, je me sens bien, donc je n'ai plus besoin de mon traitement. Hein, vous l'avez bien énuméré. Le déni ou la minimisation de la maladie. Ce n'est pas de l'asthme, c'est juste du stress. Il y en a beaucoup hein, qui sont passés par là. La peur aussi, hein, la complexité liée au traitement, vous avez tout ressorti, c'est-à-dire, bah, moi j'ai peur de devenir accro de ma ventoline, ça je l'ai déjà entendu, en tout cas je ne sais pas pour vous. Hein. Le dispositif qui est trop compliqué,
Il y a aussi au niveau des corticoïdes, hein, moi ça me fait grossir. Nous on avait une patiente, elle disait ouais moi j'ai pris 15 kilos parce que je prends mes sprays de corticoïdes et j'ai pris 15 kilos à cause de ça. Et en fait on s'est aperçu qu'elle le prenait très mal et c'était le discus et elle n'avait jamais ouvert. Elle prenait rien, mais alors du coup elle s'est rendue compte qu'elle mangeait en fait. Voilà. Donc il y a aussi derrière les représentations. La charge mentale, surcharge émotionnelle, la vie personnelle, la vie aussi professionnelle. De ce fait, les traitements sont négligés. Ils n'ont pas les mêmes priorités aussi. C'est s'adapter à leurs priorités. Il y a aussi jour, nuit aussi, quand on travaille de jour, de nuit, les 3-8. L'oubli, la routine, vous en avez parlé. Hein. Je cours partout, je zappe souvent la prise du soir. Les croyances ou les représentations qui sont erronées. Je ne veux pas être dépendant d'un traitement toute ma vie. Ça aussi, ça fait peur. Hein. Et ça, c'est important en tout cas d'agir. Nous, on avait un papa qui était d'un enfant asthmatique en atelier. Il avait 6 ans cet enfant-là et pourtant on le suivait depuis l'âge de 3 ans, donc ça faisait 3 ans. Et là, en plein milieu de l'atelier, il dit oui, mais de toute façon, mon enfant est asthmatique à cause de ma femme. Elle l'a laissé marcher pieds nus quand il était petit. Alors et là, on s'est dit mais quelle représentation à la maman, en tout cas comment elle vit l'asthme de son enfant et comment l'enfant vit son asthme. Et comment on va retravailler avec le papa et toute cette famille-là. Et ça a été difficile en tout cas pour l'infirmière d'éducation d'asthme pour retravailler sur tout ça et en fait retravailler aussi sur l'observance parce que le papa disait ça sert à rien les traitements parce que de toute façon il est malade à cause de ma femme. Comment? Voilà, ou divorcer, voilà. Sentiment d'échec, perte de motivation, pas de résultat visible, l'exacerbation malgré le traitement. À quoi bon, ça ne change rien. Ça aussi. Et puis la relation qui est soignant-soigné, qui est fragile, donc voilà, faiblesse de l'alliance thérapeutique. Le médecin m'a prescrit, ça sans rien m'expliquer. Mais il n'y a pas que le médecin hein, dans le parcours. Le patient, il va quand même avec son ordonnance chez le pharmacien. Et puis parfois, il a son infirmière à domicile. Donc en fait, quel est le maillon en fait? Comment en fait on peut retravailler tout ça? Donc la conséquence en fait de l'inobservance, c'est plus d'exacerbation, moins de scolarité ou de travail hein, avec l'absentéisme, la qualité de vie altérée, le décès parfois évitable. Hein. Qu'est-ce qui pourrait améliorer l'observance? Donc lutter contre l'inobservance. Comment? Bah déjà dépister. Dépister. Et leur laisser Identifier les freins. Identifier les freins. Et puis leur laisser l'espace pour pouvoir exprimer qu'ils n'observent pas. Je pense que c'est très bien, oui. Et quel espace, par exemple? Être capable, nous, en tant que soignants, de l'entendre aussi. De l'entendre. C'est pas toujours facile d'entendre aussi. Et puis parfois aussi, on nous dit, hein, c'est laisser le silence. C'est bien, hein, le silence. C'est difficile pour un soignant de laisser le silence lors d'un entretien, mais c'est important parce que ça remet les choses du côté du patient et du soignant. Et là, le patient peut libérer sa parole, en fait. Et là, on peut comprendre ce qui se passe. Mais là, vous êtes plus expert que moi là-dedans. Donc, les stratégies du professionnel. Est-ce que vous avez des stratégies, du coup, pour lutter contre l'inobservance? Qu'est-ce que vous mettez en place lors de vos entretiens, tout simplement? La posture d'écoute, hein, vous l'avez bien dit, hein, active et bienveillante. Qu'est-ce qui vous freine dans ce traitement? C'est surtout ça. Qu'est-ce qui se passe en fait? Tout à l'heure, il y a quelqu'un qui a dit oui, bah, le traitement n'était pas adapté, la personne n'arrivait pas à se l'approprier, c'était trop grand, etc. Qu'est-ce qui vous freine? Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Demander de montrer comment on prend le traitement. Oui, demander comment ils prennent leur traitement. Ça, c'est important. Avant de... C'est de voir comment ils le prennent. Comment prenez-vous votre traitement?
À quel moment prenez-vous votre traitement? Moi, si le médecin m'avait dit à quel moment vous prenez votre traitement, je lui aurais dit. Mais s'il me dit est-ce que vous prenez votre traitement tous les jours? Bah oui. Voilà. C'est combien de fois vous l'oubliez? Mettre en place l'alliance thérapeutique, donc on construit, on a une adhésion, ça c'est important. Que pensez-vous de ce plan de traitement? Qu'est-ce qui vous conviendrait le mieux? Toujours le faire partager, développer une éducation thérapeutique adaptée avec l'entretien motivationnel, on a parlé toute la journée. Donc ça c'est important. Identifier, vous l'avez dit, hein, les freins, utiliser en fait les questions ouvertes, le photolangage, les outils, le jeu aussi hein, chez les enfants ou même chez les adultes. Les adultes aiment bien jouer. Hein. C'est là qu'on devine plein de choses et qu'on peut échanger. Hein. Vous êtes d'accord? Valoriser les efforts et le renforcement. Même si on voit que le patient il est inobservant, ben faut valoriser ce qu'il fait de bien pour pouvoir creuser pourquoi il fait les choses qui ne font pas, qui ne sont pas bien, en tout cas pour sa santé. Avoir de la souplesse, être souple. Hein. C'est pour ça qu'il vient vous voir. C'est pour ça qu'il vient en éducation thérapeutique. C'est parce qu'il peut se libérer, ouvrir la parole, pas avoir de jugement. Et on peut travailler, c'est là où on peut travailler avec lui dans l'observance des traitements. C'est-à-dire rentrer dans sa vie du quotidien. Et moi, je dirais qu'aujourd'hui, on a beaucoup de chance. C'est qu'il y a les patients partenaires qui commencent à entrer dans les unités, à entrer en tout cas dans le soin ou dans les associations. Et ça, c'est vraiment une valeur ajoutée. Qu'est-ce que vous en pensez, vous? Il nous ouvre un point de vue supplémentaire. Un point de vue supplémentaire. Il nous ouvre quelque chose qu'on ne connaissait pas. Et eux aussi. Parce qu'ils voient aussi que c'est pas facile d'être soignant. Les patients accordent plus de valeur peut-être à la parole d'un patient, au moins expert, d'un soignant qui ne vit pas la même chose, qui ne vit pas la maladie. Il a moins de jugement aussi, puisqu'il est passé par là, ou il comprend ce passage, s'il n'est pas passé par là. Vous êtes d'accord? Donc c'est pas facile, hein? Oui. De quelle manière on s'adapte au niveau de la littératie? Alors de quelle manière on s'adapte au niveau de la littératie en santé? C'est-à-dire par exemple, vous savez ce que c'est que la littératie en santé? Utiliser le langage de l'autre, plus ou moins. Enfin, Oui. Si c'est un ado, peut-être utiliser un langage plus approprié. Moi je sais quand il y a des ados, c'est se mettre à leur niveau en tout cas, enfin, c'est leur dire bah oui c'est pénible, enfin, j'entends bien que ça te saoule, enfin, des trucs un peu qui font qu'ils se sentent peut-être plus compris. Oui. À contrario de peut-être un chef d'entreprise qui arrivera un petit peu comme ça, un peu plus précieux, où là pour être peut-être plus pris au sérieux, tu t'adaptes à son niveau de langage. Enfin, je sais pas si c'est ça ce que je t'ai dit. Il y a quoi d'autre? Oui, c'est ça, ça en fait partie. C'est tout ce qui est lecture d'ordonnance avec des personnes qui ne savent pas forcément lire, Oui, des choses comme aussi, ça, avec des codes couleurs, Les codes couleurs. la lecture ensemble entre les médicaments. Voilà, les personnes qui parlent français, qui ne parlent pas le français, ceux qui sont Les analphabètes. plaquettes, ouais, pour montrer les traitements. Oui. Ce qui est intéressant. Comment? Oui, les sources aussi, ça c'est important parce que c'est important. Ce qui est aussi intéressant, c'est aider le patient à s'approprier son compte-rendu aussi. Ah oui, Enfin, très bien. Les adolescents, parfois ça pouvait être l'objet d'un atelier, je leur lisais leur compte-rendu avec eux et en fait on se rend compte qu'il y a plein de choses qu'ils ne comprennent pas. Et Oui. en plus, il y a des informations intéressantes dans un compte-rendu, donc ça permet qu'ils se l'approprient, de le lire avec eux. Donc vulgariser ce qui est médical aussi. Ça. Leur faire reformuler. Voilà, très bien. C'est ça en fait. On adapte. Nous, là, on a créé avec des jeunes diabétiques, on a fait venir un patient partenaire, mais qui est créatrice de contenu. Ah oui. Donc comme ça, ils avaient le même... Comment? Oui. Ouais, ils avaient le même vocabulaire, ils étaient super contents.
Moi, je comprenais pas tout, mais au moins eux comprenaient et ils ont adhéré en tout cas. Du coup, ils ont compris plein de choses sur leur diabète. Ils ont vraiment voulu aller plus loin et puis parler d'autres choses, hein, parce qu'on a parlé de sexualité, on a parlé de plein de choses, et c'est toujours intéressant. Travailler en interdisciplinarité, ça on vous l'a dit, on vous le redit. Alors c'est bien de travailler, mais de le dire c'est bien, mais de se donner les moyens de le faire, c'est encore mieux. Donc, et plus on se donne les moyens de le faire, plus on travaille sur l'observance du patient en fait. Et de l'aidant, parce que derrière il y a l'aidant. Hein. Je suis un peu monomaniaque. J'ai fait des fautes. Non, pas du tout. Je pense qu'il faut aussi donner au patient un plan d'action. Oui, le plan d'action. Oui, je l'ai pas mis là, ouais. C'est super important. Le plan d'action, c'est hyper important. Surtout à la sortie d'hospitalisation, le remettre, l'expliquer et revoir avec lui à distance pour voir s'il a vraiment compris en fait. Parce que ça c'est important, ça évite en tout cas les réhospitalisations et ça en fait partie dans l'observance en fait. C'est-à-dire qu'il peut agir tout de suite sur sa santé, c'est vrai. Est-ce que vous le donnez? Oui. Ouais. Vous avez de la chance parce que nous, dans le service de pneumologie, ils ne le donnent pas. Ouais. Parce que il y en a qui disent que le patient, il ne peut pas être toujours autonome, mais il y a la peur aussi de prendre trop de traitements. Et je trouve qu'il y a un intérêt, c'est vrai, qu'il y ait un plan d'action bien posé, et c'est très bien que vous l'ayez. Et travailler sur cette communication parce qu'on croit parfois qu'il a compris, il n'a pas compris. Hein. Même les parents ne comprennent pas toujours. Hein. Vous n'avez pas de soucis? Oui. C'est important aussi de ces plans d'action. Moi, je suis une patiente experte et j'en dois s'en occuper. On valorise aussi la personne ressource. Parce que justement, soi-même, si on est en crise, on a expliqué ce plan d'action à sa personne ressource. On a ce support, on peut suivre la personne ressource, peut suivre la démarche. Donc en fait c'est important quand même. C'est important, vous avez raison, et c'est même important chez les parents. Enfin, quand il y a un adulte qui est asthmatique, qui explique ce plan d'action aux enfants. Parce qu'un enfant peut agir. On a beaucoup d'adultes où c'est les enfants qui ont agi pour les parents. Alors, il y a la communication. Oh, ça va se terminer là. Hein. 16h15. La communication motivationnelle et l'observance. Bon, on en a parlé. Vous avez eu des experts qui en ont parlé toute la journée. Donc, on va peut-être passer là-dessus. Est-ce que vous avez des choses à dire ? Moi, je trouve que l'observance, c'est vrai que l'observance, c'est pas qu'une question de volonté, je le dis toujours. Enfin, on peut avoir, c'est comme aller faire du sport, quoi. C'est pas, voilà, il y a tellement de facteurs environnementaux derrière qu'il faut, en tout cas, agir. Et c'est trouver le moyen aussi que la personne soit observante. Alors, les techniques, on en a parlé. Alors moi, je ne connaissais pas et c'est pour ça que je la laisse quand même. C'est qu'il y avait des recommandations de l'HAS. Je ne savais pas sur l'entretien motivationnel. Je ne sais pas si vous la connaissez, cette fiche. Moi, je ne la connaissais pas du tout. Du coup, ça m'a fait revoir des choses et des mises à jour. C'est très intéressant. Les 4 piliers de la communication, c'est exprimer de l'empathie, renforcer le sentiment d'efficacité personnelle, soutenir l'autonomie et créer la dissonance. Alors ça, je vais passer du coup. Alors, on va passer aux outils. Les outils pour évaluer, vous le connaissez cet outil-là? Pour évaluer l'observance. Morisky. Le test Morisky, vous le connaissez? Non. Comment vous évaluez? Il y en a qui le connaissent, d'autres pas. Et du coup, ceux qui le connaissent, comment vous l'utilisez? Est-ce que ça vous aide en tout cas à savoir si le patient, ça vous aide à savoir si le patient est observant ou inobservant? Et qu'est-ce que vous mettez en place derrière en fait?
Rien. Ça y est, vous êtes... Ça dépend du résultat. Ça dépend du résultat. L'évaluation qu'on peut Oui. faire. Et s'il est inobservant, qu'est-ce qu'on peut... On le punit. On le punit, on le fera. J'essaie de voir avec lui les raisons. Les raisons, on a vu tout à l'heure. Et du coup, vous utilisez quel moyen? Quel outil? Là, on repart des outils. Est-ce que vous avez des exemples d'outils pour les aider, en tout cas, à être observants? Là, on revient à la communication motivationnelle. Ouais. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Il y a quelqu'un dans le groupe d'avant qui a dit, moi j'ai un petit tableau, et puis ils mettent des gommettes sur ce qu'ils font bien ou moins bien, et puis quand ils reviennent à ma prochaine consultation, ils ont un diplôme pour les enfants. Voilà. C'est sympa ça, je trouve. Qu'est-ce que vous mettez en place? Il y a peut-être des applications, je sais pas, pour... Oui, il y a des savoir pour les adultes, oui, il y a des applications. Les aider, on peut les orienter peut-être sur ça, mais je ne connais pas pour le coup. Je sais pas si Il y a des applications, il y a Asma, comment elle s'appelle? Il y en a une, il faudra que je la retrouve. Il y a une application sur l'observance. Mais nous, les patients qu'on a sont pas du tout adaptés aux applications. Ils veulent pas. C'est des alertes, les applications? Il y a des alertes. sonne, Il y a des alertes et il y a un suivi. Hein. Vous l'avez utilisé, vous, l'application? Non. J'essaie de faire réfléchir aux patients au rituel de la journée pour essayer de rattacher Le rituel, le semainier. mettre ses lunettes le matin, mettre sa plaquette de médicaments à côté, le brossage de dents, Trouver des astuces. En fait, je pense que malgré toutes les astuces qu'on peut trouver, si à la base on n'a pas soulevé les freins, je suis pas sûre. On aura beau dire. Moi je sais que j'ai travaillé en planning familial avec des ados, notamment sur la contraception. C'était très difficile. On essayait d'utiliser des petits rituels comme ça, le brossage de dents le matin pour la pilule, etc. Ou à l'inverse le soir. Mais tant qu'il n'y a pas le déclic, le truc qui fait que ça aide, hein. Mais c'est vrai, et d'où tout le reste sur l'entretien motivationnel, etc., qui fait que c'est plein de petites choses mis bout à bout qui vont petit à petit orienter mieux l'observance, mais oui, c'est pas des choses isolées, quoi, je pense. Non, c'est pas des choses isolées, c'est vraiment l'alliance thérapeutique, c'est qu'on construit. Il y a le discours d'un côté et il y a l'outil qu'on utilise de l'autre. Donc les deux sont aussi importants. Et donner du sens à l'efficacité du traitement. Et donner du sens, c'est ça que j'attendais, donner du sens. Si on donne pas du sens au traitement, si on n'insiste pas au sens pour lui, pour cette personne-là, ça ne marchera pas. Ça ne fonctionnera pas. Et puis aussi, quelle est la valeur ajoutée dans sa vie quotidienne? Alors nous, on avait des patients, on a monté une troupe de théâtre en 2023 parce que c'était des patients qui ne voulaient pas faire d'activité physique, oubliaient souvent leur traitement, etc., asthmatiques et BPCO. Et on s'est dit, tiens, on va essayer de mêler la culture et aux soins et essayer de travailler là-dessus. C'était une troupe pas sur les récits de la maladie, c'était vraiment une troupe de théâtre normale, seulement il y avait les soignants et les patients, d'ailleurs on a appris beaucoup. Et là, en fait, on s'est rendu compte en évaluation, déjà à mi-parcours, au bout de 6 mois, que les patients étaient observants. Alors on s'est dit, tiens, ils prennent tous leur traitement, ils sont jamais malades, ils sont plus souvent là que nous. On était toujours en retard ou absents, etc. Et en fait, à mi-parcours, déjà, on se rendait compte qu'il y avait un changement. Et quand on a fait l'évaluation finale, eh bien, les patients nous ont dit et ont exprimé, en tout cas sur les questionnaires, qu'ils avaient du plaisir à venir au théâtre et ils se donnaient les moyens d'agir sur leur santé pour être en forme et du coup, prendre leur traitement comme il fallait, anticiper leurs symptômes, c'est-à-dire que dès qu'ils voyaient que ça n'allait pas, ils allaient tout de suite chez leur médecin traitant. Et je vous assure que pendant 1 an, ils n'ont pas été, en tout cas, aux urgences. Et c'était des patients qui passaient aux urgences. Donc, il y a vraiment eu un changement qui a été flagrant parce qu'ils étaient dans du plaisir, dans quelque chose qu'ils voulaient faire et ils savaient dire et ils voyaient qu'il n'y avait pas de jugement non plus de valeur. C'était une forme de jeu de rôle ou pas du tout, une troupe de théâtre normale. Ah d'accord. Avec une pièce normale. Motivée.
Ouais, c'est ça, ils avaient un objectif. Voilà. Donc c'est ça en fait. Trouver l'astuce qui fait que il a du sens, ce traitement pour lui, pour cette personne-là, pour la famille. Il y a du sens en tout cas. Mais vous aviez un prof de théâtre qui venait? Ah ouais. Ah oui, voilà. C'est beau projet, ça. C'est des beaux projets, Ah ouais. Donc voilà, essayez en tout cas, et c'est pareil pour différentes choses, hein, c'est-à-dire trouver, alors il faut se donner les moyens, il faut travailler. C'est vrai que échanger entre vous, entre toutes les écoles, c'est comment trouver en tout cas les moyens de lutter contre cette inobservance et d'avoir des astuces. C'est pas toujours facile, puisque est-ce qu'on a le temps vraiment en consultation? Vous avez des outils à nous proposer? Échanger? Non. Oh, c'est flagada là. Hein. Oui. Question, merci. Une piste à prendre, on est en pédiatrie et donc on se pose vraiment la question du patient partenaire et comment le mettre en place. Est-ce qu'on trouve un enfant? Est-ce que ça peut être un patient partenaire adulte? Mais dans ce cas-là, ça perd un peu de son... Comment on mobilise un enfant de 10 ans à devenir patient expert, quoi? Ah. Voilà. Comment? Est-ce que quelqu'un a... Est-ce que les ados, j'en parle même. Déjà, faut qu'ils viennent. Donc... Alors, est-ce que ça peut être un ado? Il y a des ados qui veulent bien parler aux enfants. Ouais, mais après, il y a Et puis l'enfant, il idolâtre l'ado. Ça peut être un moyen, hein, vous avez une bonne idée. Juste trouver l'ado. Il faut trouver l'ado. Est-ce que vous avez des jeunes qui sont... Oui. Alors nous, on a pour objectif de mettre une famille, donc les parents et l'enfant, en patient partenaire. Ah oui. On a vraiment toute la cellule familiale, du coup, parce que l'enfant est jamais seul. Donc notre objectif, c'est de trouver une famille complète pour faire le lien en fait. Et pour les ados, ça peut être plutôt du coup un jeune adulte. Donc il vient juste de sortir d'adolescence, qui a vécu tous les problématiques d'adolescence. Voilà, faire trouver ce genre de choses. Donc ça veut dire que toute la famille doit se former aux 40 heures. Donc il y a un référent de famille. Il y a un. Voilà, mais la question c'est ça, c'est bien, c'est toute la cellule familiale, donc l'enfant au patient, mais aussi ses parents, puisque pour les parents qui ont la confiance, il puisse y avoir son échange de ce que nous avons vécu et parce qu'en fait, on fait c'est les parents qui ont fait les 40 heures? Je pense que c'est vraiment ça qu'on a cherché. Ouais. On va motiver, parce qu'on a fait une formation, mais l'autre, c'est pas c'est plus rare, déjà pas Je pense qu'il y a à faire, en tout cas avec les patients partenaires. Hein, vous êtes vraiment, en tout cas, moteur hein, dans les programmes. Il y a le vocabulaire et ça aide beaucoup dans l'observance. Si vous avez cette possibilité-là, en tout cas, c'est bien. Et n'oubliez pas que l'alliance thérapeutique dès la prescription du traitement, c'est aussi peut-être un moyen de lutter contre l'inobservance. C'est-à-dire, dès le moment où on diagnostique et on met en place un traitement, peut-être que là, en fait, il faut aussi travailler en ayant tous les placebos des dispositifs et essayer de voir lequel est le plus adapté. Pareil en diabète avec les lecteurs. Et c'est fini. Non. Ah bon, j'ai cru. Le secret du changement consiste à concentrer son énergie, non pas à lutter contre le passé, mais à construire l'avenir de Socrate. Bon, quelqu'un m'a dit tout à l'heure, et le présent, hein. Vivre le présent. Donc voilà, encadrer, encourager, motiver, c'est vraiment 3 leviers puissants pour transformer l'observance et une véritable alliance thérapeutique. Et alors il faut donner de la motivation aux patients, aux aidants, mais à soi-même aussi et à l'équipe. En tout cas, moi je vous la donne, et parce qu'on n'est pas toujours sur la vague. Parfois on est dans le creux de la vague et ça fait mal quand ça roule. Donc gardez en tout cas votre motivation et bravo à tous. Merci.
Mais est-ce que c'est pas plus important de motiver le patient? Garder la motivation. Donner la motivation au patient. Oui, ce n'est pas se désintéresser, parce que je me dis quand tu vas faire une pratique, c'est désintérêt de tout ça. C'est pas grave. C'est pas transmettre. Savoir aussi se remettre en question et agir. Parfois, c'est pas facile en tout cas de. Pour moi, c'est peut-être aussi un problème. C'est que le traitement secondaire et qu'il y a une prise de conscience de la guérison. Je suis tout à fait d'accord. C'est le problème dans les pathologies psychiatriques. En fait, ou quand c'est une psychiatrie, ça change aussi. Bon, mais c'est très bien, vous auriez dû le soulever parce que c'est intéressant et moi tout ce qui est psychiatrie, psychologique, je trouve qu'on ne se pose pas ces questions, qu'on passe assez de temps en tout cas à comprendre, à toucher les adultes. Oui. Chez les adultes aussi, chez l'ado, c'est la grande. C'est dur en fait pour un ado d'ajouter ça dans son comportement du quotidien déjà, qui n'est pas facile. Mais ouais, c'est dommage que vous l'ayez pas trouvé. La prochaine fois. Et vous êtes Oh, moi j'ai plusieurs casquettes. Ah bon? Mais celle que j'avance en premier, je suis patiente. D'accord. Je suis représentante des usagers. Voilà. J'ai réussi à remettre Voilà. Et je suis représentante des usagers dans un comité de protection des personnes impliquées dans la recherche clinique. Voilà, avec l'hôpital Leclerc. Et j'ai eu une formation de psy. Ah, d'accord. On comprend mieux. Je trouve que, voilà, quand j'ai vu l'intervention sur la passation, il y a la psychologue. En tout cas, la psychologue a tout à fait sa place. Et à l'heure d'aujourd'hui, société, c'est pas. Oui, j'ai une formation en UTP. Oui, bien sûr. Je voulais pas en rajouter. Parce oui, parce que comme ça, moi, je vous enverrai juste un petit mail en disant que la communauté, moi, je vous mettrai dans le privé le site, et je vous renvoie juste le numéro public et le numéro de téléphone éventuellement. Ça, c'est mon numéro de c'est pareil. Voilà. Non, mais les deux, voilà, juste ce qui va se faire pour la seconde de la consultation. Non, mais c'est très bien, c'est déjà beaucoup déjà que je puisse déjà vous rajouter. C'était prévu. C'était prévu quand on a vu. J'avais marqué d'ailleurs, je me suis mis un rappel pour mardi pour penser à la suite. Très bien. Et en fait, la reprise, parce que je pense que ça doit pas dater d'hier, ça doit dater d'avant-hier, le programme est repris il y a combien d'années? En fait, il n'est pas programme. Réellement, c'était les médecins pendant leur consultation qui faisaient. Et l'objectif était de mettre en place un programme. D'accord. Donc les médecins que j'avais le temps. Et mes collègues qui étaient là avant moi n'avaient pas forcément le temps non plus. Et en fait, on faisait beaucoup de suivi de diabète. On faisait beaucoup de diabète. D'accord. Et sauf que du coup, mes collègues qui étaient là avant, elles ont ouvert une unité d'hospitalisation de jour diabétique. Donc, ce qui fait que moi, qui ai pris le relais derrière, j'ai vraiment beaucoup. J'ai cette charge en moi. J'en vois encore beaucoup, mais j'ai pas cette charge en moi. Elles avaient déjà un peu délégué.
Comme j'ai dit tout à l'heure. Excusez-moi. Ouais, on s'appelle tout à l'heure. Ok, là, tout à l'heure, moi, je dis. Non, ok, ça marche, tout à l'heure.
fois, ouais, c'est compliqué. Ouais.